2, 1, c'est parti. Alexandre Ruby, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre loge. Oui. Vous acceptez qu'on panote un tout petit peu et qu'on la montre aux gens? Oui, nous pouvons pas noter. Voici l'endroit. Avec finalement pas grand chose. Une trottinette, une boîte de cookies, un dessin d'Ernest Pignou Ernest que j'aime beaucoup. Mais après, je suis pas tellement. C'est un portrait de Charles Baudelaire? C'est un portrait de Charles Baudelaire, bravo. Et non, mais après, ça va, c'est comme dans chaque projet. Des fois, j'aime bien mettre des photos, des images. Là, j'ai une image du canal de Suez au début à la fin du 19e siècle, quand il a été ouvert. Voilà, j'ai un livre que Stanislas Nordet m'a prêté qui s'appelle l'Académie expérimentale des théâtres, que je ne connaissais pas, qui est une académie qui a réuni plusieurs metteurs en scène d'Europe et où c'était des laboratoires. Toujours bien de se remettre en question, même quand on commence à faire de la mise en scène, et puis de pouvoir échanger avec d'autres metteurs en scène. C'est passionnant. Voilà. Et puis c'est surtout un lieu qui m'est cher, parce que j'ai été élève dans cette école. Donc c'est des loges que j'ai pas trop côtoyées, celle-ci. Moi j'étais dans les loges du bas, de l'autre salle du TNS, la salle Hubert Gignot, qui est entre guillemets la petite salle. Et là c'est la salle Bernard-Marie Coltès, c'est la grande salle. Donc il y a de l'émotion, de la fierté. Je pensais que ça allait être assez délicat de se retrouver sur ce grand plateau, mais finalement c'est assez naturel. Voilà. On va reparler, si vous voulez, de votre passage à Oui. l'école du TNS. Très bien, je m'enflamme tout de suite. Mais non, c'est très bien. Je vois des costumes aussi qui sont là. On a le droit de les montrer? Oui, on peut les montrer. Enfin, on les montre de loin, comme ça reste mystérieux. Exactement. Parce qu'on va glisser tout doucement sur le pont d'un bateau, Exactement. au milieu de la mer. Voilà. 4 personnages, Oui, 3 hommes, tout à fait. une femme. Ah oui, et quelle femme? La femme. 4 personnages au milieu de la mer et au milieu de la vie. Partage de midi de Claudel. Vous jouez le rôle d'Amalric. Exactement. Quels sont les enjeux de cette pièce de Claudel, vue à travers votre personnage, Amalric? Et lui, il est extrêmement pragmatique. C'est un voleur de femmes. Et donc, il est horizontal. Horizontal, terre à terre. Et il est assez brutal. Donc, il a des objectifs et il va les réaliser. Il va tout faire pour. Et L'objectif étant de conquérir... de conquérir Isée, de conquérir cette femme. Alors c'est un aventurier, mais un aventurier pas dans le sens romantique, dans le sens plutôt un aventurier dans le, comment dire, un sale aventurier qui a déjà été en Chine, qui a déjà fait des trafics et ça a été un échec. Et donc là il repart en Chine pour recommencer à essayer d'atteindre le succès. Et en plus, en prenant la femme d'un autre. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas sympathique. Il a un rapport avec Mesa, c'est un rapport de combat.
Decize, le mari officiel, disait il cherche à l'éliminer. Mesa et Amalric cherchent à éliminer Decize. Donc c'est un triangle, Decize, Amalric, Mesa. C'est une bataille à trois, et au milieu de ce triangle, il y a la femme. Voilà ce que je peux dire autour d'Amalric pour l'instant. C'est en cours de travail tout ça. C'est une pièce qui a été créée au milieu du XXe par Jean-Louis Barrault, qui s'est joué un bon nombre de fois maintenant. Je pense qu'il y a dû avoir plus d'une dizaine de mises en scène assez importantes. On peut toujours se référer, et je m'en suis référé, à des choses qui ont été faites, à des textes de Claudel, bien sûr, et c'est toujours important. Toujours important de lire, ça descend, ça se dépose en vous. Et après, c'est vous qui vous retrouvez seul à seul, face au texte et face au rôle. Donc, quoi qu'il arrive, quand vous êtes sur le plateau, c'est des choses très concrètes auxquelles vous devez penser, pour que ce soit clair, pour que ce soit concret, pour pas que ce soit de la discussion, et pour pas qu'on tombe dans un lyrisme aussi. Enfin, je parle pour Amalric en tout cas. Donc du coup, c'est intéressant de lire tous les textes de Claudel qui sont issus de Connaissances de l'Est, où il parle de ces années où il était consul en Chine. C'est très important. Après, de vous dire que concrètement, j'utilise ça quand je joue à Amalric, je dirais non, mais ça tombe dans l'inconscient. Donc, en fait, je m'en sers aussi, mais sans y penser réellement. Mais il y a certains... moi aussi, je fais pas mal appel à l'imaginaire. Et du coup, tout ce que j'ai pu lire autour, ça peut participer à mon imaginaire, à un imaginaire d'un lieu, l'imaginaire d'un sentiment. Voilà. C'est une langue très particulière que celle de Claudel. Vous parliez tout à l'heure justement de trouver l'équilibre, de ne pas partir dans des envolées lyriques, etc. Et pourtant, elle a besoin de ça d'une certaine manière. Comment vous avez travaillé pour prendre la langue de Claudel? Ça dépend des personnages, ça dépend des moments de la pièce. Moi, quand je vois moi Amalric, il n'y a pas de lyrisme dans Amalric. Donc la langue, il y a un souffle, il y a un rythme intérieur qu'il faut prendre. Là où on a travaillé aussi, c'est avec Isée, avec Jutta Weiss. On a travaillé ce qu'on appelait des boucles sur un thème. Par exemple, c'est le thème du temps, le thème de... Oui, il y a plusieurs thèmes comme ça qu'on a travaillé en boucle, et du coup, on sait qu'on doit s'enchaîner les répliques. On sait qu'on doit se répondre jusqu'à avoir fini ce thème. Donc tout ça, donc ce travail nous a apporté un souffle commun. Il nous a apporté une connexion d'ailleurs entre les deux personnages. Et voilà, du coup c'est une même langue qu'on parle, et après ça ne nous empêche pas, nous, de mettre nos variations, de mettre nos variations. Mais c'est une langue belle, magnifique. Et c'est pas parce que Amalric est horizontal, pragmatique, et c'est pas parce qu'on rend les choses concrètes qu'on enlève la beauté de la langue, je trouve. Et la présence du corps aussi, puisque la pièce parle de ça aussi. La passion amoureuse et la passion physique et la présence du corps et la chair et l'esprit pour aller vite. Du coup, pour votre personnage et pour vous, j'ai l'impression que le travail sur le corps et sur l'incarnation est très important. Oui, mais pas plus qu'un autre spectacle. Moi, ça fait 13 ans que je fais du théâtre, et toute pièce, c'est un corps, c'est une voix,
c'est un ressenti des mots, un ressenti des autres. Après, c'est l'équipe artistique. Qu'est-ce qu'on choisit de faire? Est-ce qu'on fait du Corneille ou du Molière en étant très lyrique, et là on peut prendre des pauses corporelles extrêmement lyriques? Est-ce qu'on fait des choses plus réalistes? Mais ça n'empêche pas que de toute façon il y a toujours un engagement. Mais c'est un engagement que c'est le metteur en scène ou l'équipe artistique, le collectif qui décide ensemble. C'est pas dans son petit coin qu'on va faire quelque chose, parce qu'après c'est un ensemble. Faut que ça fonctionne avec tous les acteurs. Bon, très clairement sur Partage de Midi, Oui. Éric Vignier choisit ses comédiens et ses comédiennes évidemment, mais les a choisis comme un quatuor. Ce n'est pas la première fois que vous travaillez ensemble, parce que vous avez déjà travaillé sur le premier volet de la trilogie qu'il est en train de travailler aujourd'hui. Vous avez travaillé sur Tristan, qui est une adaptation de Tristan Iseult. Partage de Midi, qui va être créé bientôt. Et puis, le vice-consul de Marguerite Duras, qui sera le troisième volet de cette trilogie. Donc le travail avec Éric Vignier, vous avez déjà commencé à le pratiquer. Comment ça se passe sur le plateau? Comment il dirige? Comment est-ce qu'il vous dirige? C'est un ingénieur d'essence, Eric. Il décortique la phrase, il décortique la phrase pour nous apporter un sentiment, pour nous faire naître un imaginaire. C'est quelqu'un qui est assez doux, qui est bienveillant, mais dans une bienveillance puissante. Et puis après, c'est comme toutes les personnes avec qui on travaille dans sa vie. Plus on travaille avec eux, plus on se comprend. Alors après, si on travaille trop, on se comprend trop, c'est trop facile. Et là, il y a peut-être des choses où la flamme s'éteint. Mais là, la flamme, elle est embrasée. Donc voilà, du coup, il y a de la confiance qui se crée. Il est sur les placements, les adresses aussi. Pourquoi on dit telle phrase? Il y a beaucoup de gens qui travaillent comme ça, mais Eric, sa particularité en plus, quand je disais un ingénieur du sens, c'est-à-dire que j'espère qu'on ne fera pas, je pense qu'on ne fera pas ça, quand on va voir des spectacles d'Éric, c'est pas comme si on allait voir quelque chose comme si c'était dans la vie. Il y a une bizarrerie, mais pas de la bizarrerie pour faire de la bizarrerie. C'est-à-dire souvent il cherche le paradoxe dans une réplique. Donc bon, si on le... Ça c'est formidable. Si on ne fait pas le paradoxe, parfois, on prend le sens premier d'une réplique. Bon, alors là souvent on parle de la nature, on parle du soleil. Bon alors effectivement, alors on est aveuglé par le soleil, donc on joue ça, on est aveuglé par le soleil. Bon, c'est un peu plat. Si on regarde Isée et qu'on dit qu'on est aveuglé par le soleil, là on est à un autre endroit. Et parfois c'est intéressant de chercher le paradoxe, c'est-à-dire le contraire du sens premier d'une phrase. Parce qu'on se dit, on peut se poser la question, est-ce que l'auteur il a vraiment voulu dire... Parfois oui, il y a un sens premier, parfois non. Ça c'est la force d'Éric, c'est qu'il sait lire les textes, il entend. Il entend comment on dit une phrase et il sait si elle est bonne ou pas pour lui, dans la partition qu'il veut. Et c'est intéressant, mais moi j'adore, s'il fait ce métier, c'est pour pas que ce soit comme dans la vie. C'est pour qu'il y ait une dissonance, pour que ce soit quelque chose de bizarre dans le sens le plus noble de ce terme. Est-ce qu'on peut dire que c'est noble le mot bizarre? Mais il peut avoir un côté mystérieux, ça peut être quelque chose d'intriguant, quelque chose de bizarre, quelque chose de touchant.
je repense au portrait de Baudelaire qui est dans votre loge. Oui. Et Edgar Poe, l'ange du bizarre. Oui. L'ange du bizarre. Alexandre Ruby, vous le disiez tout à l'heure, vous étiez élève ici à l'école du TNS. Est-ce que l'Alexandre Ruby de l'époque, qu'est-ce qu'il dirait à Alexandre Ruby aujourd'hui? C'était comment? C'était il y a 10 ans? Il y a 8 ans. 8 ans? Qu'est-ce qu'il lui dirait? Alors là, vous me posez une colle. Donc, je sais pas ce qu'il lui dirait. Je peux pas vous dire, non, je sais pas du tout. Non, mais je reste l'homme, je reste joueur. On le dit souvent dans ce métier. Il faut garder, mais comme dans beaucoup de métiers, il faut garder son côté enfant. Du coup, l'enfance, ça mène ça garde la curiosité. Donc, moi, j'ai toujours été curieux. Je le serai toujours. Peut-être que maintenant, je me rends compte. Avant, je pouvais voir du théâtre réaliste dans tous les sens du terme, un peu documentaire. J'aimais bien voir ça, je me disais, oh, j'aimerais bien faire ça. Puis je me rends compte que, alors là, pour le coup, depuis la sortie de l'école, tout ça, je me rends compte que pas du tout. Pas du tout envie de ça. Pas que ce soit comme dans la vie, ah non. Pas que ce soit comme certaines séries télévisées. Mais il y a des choses très bonnes hein, aussi dans les films. Mais quand on voit la peinture aussi, toute la période dadaïste, alors là, mais c'est dur, on ne comprend pas au début, mais il faut aller un peu, faut être curieux, faut aller chercher un peu plus loin que oh, bon, on comprend pas. Après, il faut avoir des aides, il faut que quelqu'un vous aide. C'est sûr, c'est pas évident. Hein. De se retrouver devant un tableau de Dali. Mais parfois, on a besoin de personne. Parfois, c'est juste la petite ouverture qu'il faut avoir en plus. Encore faut-il que quelqu'un vous la donne, parfois, peut-être. Ou vous l'éduque, ou vous la transmette. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. On va vous laisser remonter sur la scène pour les répétitions. Ah oui. Comme disent nos amis allemands, mais je crois que vous pratiquez un peu. Toi, toi, toi. Oui. Ah oui, on n'est pas loin de la frontière, on pourrait le dire. Maintenant, nous allons... oui. En tout cas, pour ma part, je vais densifier. Ça, c'est mon objectif maintenant. Densifier tout ça. Pour que la flamme un peu soit là, que ça brûle.